Nous avons vu dans les précédentes séquences que dans la pratique existaient finalement deux grands modèles qui expliquent ou structurent nos façons de voir l'articulation entre d'une part la stratégie et l'organisation et le management des entreprises. Premier modèle, qui est un modèle tourné vers l'optimisation des ressources, dérivé du taylorisme, dérivé des théories du management des ressources, et qui est résolument tourné vers la productivité. Et un second modèle, un modèle de développement, plutôt inspiré des théories du management des connaissances, et qui est tourné vers l'innovation. Dans la pratique des entreprises, en tout cas telles qu'on peut les observer, on sait que le premier modèle, le modèle industriel, est encore très dominant. Mais dans nos précédentes séquences, nous avons vu également qu'il montrait ses limites, à la fois ses limites pour permettre l'innovation dont les entreprises ont besoin pour renouveler leur levier de compétitivité, mais qu'il avait également des effets pathogènes sur les collaborateurs, expliquant en grande partie leur désengagement. Pourtant, ce modèle a fait ses preuves et il est essentiel à la productivité de nos entreprises. Donc, pour essayer d'en comprendre la teneur, nous allons nous intéresser dans cette séquence à ce qu'est la cohérence entre, d'une part, le contexte de l'entreprise et la stratégie qu'elle met en place pour essayer d'y répondre, et les caractéristiques des modèles d'organisation et de management. Rappelons-nous l'époque des temps modernes, dont l'emblème est celui de la Ford T, quand Taylor was rich. Quelles étaient les caractéristiques du contexte à cette époque? La première, elle est résumée par cette phrase d'Henry Ford. Les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T, du moment que c'est noir. Une époque où le produit était plus rare que le client. Le pouvoir était plus du côté de l'offre que de la demande. Et si le pouvoir est chez le producteur peut donc faire sa loi, c'est-à-dire s'organiser au mieux de ses intérêts, en l'occurrence ceux de la production. Par ailleurs, l'intensité concurrentielle était plus faible, et c'est ce qui a conduit nombre d'entreprises à développer la même nature de stratégie, c'est-à-dire une stratégie de domination par les coûts. Le contexte, moins complexe et plus stable qu'aujourd'hui, a clairement facilité l'essor de ce modèle de compétitivité. Or, dans une stratégie de domination par les coûts, l'enjeu de toute l'entreprise consiste à optimiser la ressource employée pour obtenir un résultat donné. Si on combine les vertus de la courbe d'apprentissage et le modèle organisationnel industriel, ça a conduit naturellement à ce que ce modèle se développe massivement. Dans un modèle de ce type, toute l'entreprise doit adopter une posture de maîtrise des ressources, à commencer par la ressource humaine. Le concept de poste, en cela qu'il est la plus petite unité de création de richesse, est le fondement de cette approche d'optimisation de la ressource. On y reviendra ultérieurement. D'un côté, des compétences requises et de l'autre, des compétences observées, sur un plan individuel comme collectif. On peut ici observer finalement qu'il y a une assez grande cohérence entre, d'une part, les caractéristiques du contexte de l'époque, la nature de la stratégie que les entreprises mettent en place pour y répondre, la déclinaison de cette stratégie en modèle d'organisation et de management, et par conséquent toute la déclinaison en termes de concepts, de méthodes et d'outils pour les ressources humaines. Seulement voilà, les caractéristiques du contexte ont changé. Le contexte contemporain est marqué d'abord par la prise du pouvoir par le client. Ce n'est pas le produit qui est rare, mais c'est le client. D'autre part, l'intensité concurrentielle a augmenté de façon considérable. On parle aujourd'hui d'hyper-compétition. Et plus encore, les caractéristiques de prévisibilité de l'environnement de l'époque, si j'ose dire, sont remplacées aujourd'hui par une forme d'incertitude. Il devient très difficile de faire des prévisions. Pourquoi? Tout simplement parce que le contexte est beaucoup plus complexe et beaucoup plus instable que par le passé. Alors la combinaison de toutes ces caractéristiques, ou du moins l'évolution de ces caractéristiques, rend plus que nécessaire une entreprise agile, c'est-à-dire une entreprise capable de s'adapter à un contexte particulièrement difficile. Et c'est parce que les modes d'organisation que nous avons évoqués dans le modèle industriel ne permettent pas de répondre à cette nécessité d'intelligence collective permanente que s'est développé le terme de transformation. Parler de transformation des entreprises, c'est aussi parler de transformation ressources humaines, c'est-à-dire nous interroger fondamentalement sur nos concepts, sur les méthodes et sur les outils de la fonction RH, en tout cas ceux qui structurent les pratiques ressources humaines. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que le vocable de talent est apparu dans les années 2000. C'est aussi s'interroger sur la relation qu'il y a entre les ressources humaines et la performance de l'entreprise. Au début, dans la lignée du modèle taylorien, se développait plutôt la théorie du one best way, c'est-à-dire qu'il y a une seule bonne manière de faire des ressources humaines, et ce qui a conduit encore aujourd'hui d'ailleurs un certain nombre d'entreprises à faire un focus particulier sur ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques. Progressivement, la théorie de la contingence nous a enseigné finalement qu'il était, pour être performant, nécessaire de faire preuve d'harmonie entre les caractéristiques du contexte, la stratégie de l'entreprise et nos pratiques ressources humaines, une forme finalement de cohérence verticale. Et plus récemment, les théories configurationnelles nous invitent à penser qu'il faut aussi une cohérence intra
ressources humaines pour améliorer cette performance. Si on peut se demander si nos pratiques ressources humaines sont en phase avec ce qu'exige le contexte contemporain, il convient également de comprendre les raisons pour lesquelles nos pratiques RH, ou en tout cas les concepts sur lesquels elles s'appuient, ont été inventés essentiellement dans le cadre du modèle taylorien avant d'essayer de les remettre en cause. Et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine séquence.